Alors moi, c'est plus une question sur le film. Je voulais savoir la scène où Damien, du coup, tracte. Est-ce que c'est en mode caméra cachée, c'est des vraies personnes avec des vraies opinions, ou est-ce que c'est des acteurs? Non, du coup, ce sont des vrais gens. Voilà. C'était au niveau du dispositif du tournage, c'était assez particulier parce que forcément, il y avait toute une équipe qui était à, je crois, à 100 mètres, 200 mètres de là où j'étais. J'avais un micro caché, il y avait un ingé son qui était caché en embuscade près d'un bar PMU qui se faisait reluquer par tout le monde. Et du coup, le but, c'était de chercher le bon client, on va dire, forcément pour le film. Après, voilà, j'étais ouvert à absolument toutes les discussions. Évidemment, j'ai été ravi quand je suis tombé sur ce couple de personnes âgées qui sont des votants et votantes Rassemblement National. Alors, on n'a pas tout mis au montage, mais c'était quand même... voilà, c'était particulier. Voilà, donc oui, c'était totalement une caméra cachée, c'est pour ça que les gens sont floutés, et le but c'était bon, vous l'avez vu dans le film, mais c'est de mettre le marqueur entre la réalité et la fiction à un endroit où on n'est jamais trop sûr. Donc d'ailleurs, dans vos retours, je serais curieux d'entendre comment vous avez ressenti le film à ce niveau-là, parce que c'est vraiment ce qu'on a essayé de travailler au montage. Voilà. Merci beaucoup. J'avais une petite question sur l'évolution du traitement des autorisations de manifestation. Enfin, vous avez parlé de la manif de samedi. Est-ce qu'il y a une évolution particulière? Sur le fait qu'on n'autorise pas ces manifs, ouais, c'est assez variable. J'ai pas vraiment l'historique, en tout cas, des manifestations interdites ou pas. En tout cas, ce qu'on peut dire de façon assez générale, c'est que ce qui fait qu'une manifestation est interdite, c'est quand il y a des risques de troubles à l'ordre public, plus qu'en fait des propos racistes ou diffamatoires, etc. Alors même que le racisme est condamnable, hein, est condamné. Donc c'est... voilà, c'est... on voit que, en tout cas, c'est une doctrine du maintien de l'ordre qui prend assez peu en compte ces questions-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut sembler étonnant quand, de la même manière, quand Génération Identitaire fait certaines actions, ils sont pas du tout inquiétés, et ils sont même raccompagnés parfois par les forces de l'ordre, protégés des antifascistes. Donc on voit comment, en tout cas, auprès des forces de l'ordre, le discours de respectabilité est plutôt devenu légitime, en tout cas. Je rajoute juste un truc, c'est que au début, Bruno Retailleau, quand même, il voulait interdire la manifestation la semaine dernière, pour parler de la manifestation des nazis à Paris. Finalement, elle a été autorisée par la préfecture, au même moment où on veut dissoudre la Jeune Garde antifasciste, Urgence Palestine, etc. Et là, si je dis pas de bêtises aussi, il y avait beaucoup plus de gens que les autres années à la manifestation. Il y en a qui sont venus vraiment des quatre coins de l'Europe, de Hongrie, etc., qui ont fait des saluts nazis dans des coins cachés, etc. Et en fait, j'ai l'impression que le cadre législatif est vraiment très souple. En fait, on peut vraiment... voilà, ils ont jugé que ça se passerait bien, etc., parce que ce ne sont que des symboles. Et puis finalement, on a vu les saluts nazis, on a vu les tambours des jeunesses hitlériennes, etc. Donc, bon. Mais de toute façon, la loi est très souple dans ces cas-là. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Voilà. Quentin. Bonsoir. Dans le film, il y a une question sur les structures au niveau des différents mouvements, que ce soit de l'extrême droite ou à la gauche, notamment le fait que les antifascistes sont, comme ils le disent, très peu structurés, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur plein d'aspects. Ma question du coup c'est pour Samuel, est-ce que la structure, est-ce que l'organisation au niveau de l'extrême droite explique l'attrait que ça a pour les jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est un grand point qui fait que les gens sont attirés par ces mouvements-là? Indéniablement, ce qui attire une partie des jeunes d'extrême droite dans des groupes type
identitaire, mais il y en a d'autres. Hein. C'est quand même beaucoup le sentiment de radicalité, de transgression. C'est parce que, moi ce que j'ai beaucoup entendu, c'est une opposition par rapport à ça, au Front National, au Rassemblement National, où certains militants y sont passés aussi, on leur demandait justement de differ, de tracter, de faire de la politique, et ça les intéressait pas forcément, alors que chez les identitaires, et ben, voilà, on fait des soirées, on boxe, il y a vraiment l'idée d'une camaraderie, en tout cas, qui émerge. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort, mais qui n'empêche pas effectivement une structure très verticale, de type, dans certains cas, quasi militaire, avec un chef. C'est pas du tout un tabou, hein, la hiérarchie à l'extrême droite. Il y a l'idée qu'il y a des hiérarchies naturelles, qu'il y a des leaders, etc. Donc, évidemment, il n'y a pas la volonté parfois d'auto-organisation, de structures plus horizontales, comme il y a chez les antifascistes. C'est clairement une différence. Alors après, je ne sais pas si toi tu veux rajouter des choses dans ce que tu as. Bah du coup, tu as joué dans la scène, donc mais en fait, la scène des antifascistes, du coup, moi je connais les antifascistes parce que j'ai déjà fait des réunions, etc. Et en fait, c'est pas du tout pour moi une scène stigmatisante. Je pense qu'il faut rappeler le contexte de l'écriture, c'est qu'on est en 2022 et la lutte antifasciste était beaucoup plus dispersée, on va dire, j'ai le sentiment encore une fois, qu'aujourd'hui où il y a une grosse unification après la dissolution au niveau de la gauche, donc ça c'est super. L'utilité de la scène, c'est déjà de la mettre en comparaison au montage avec l'absence totale de moralité, de questions, morales en fait, de la part des identitaires. Ils s'en foutent complètement d'être ignobles dans leurs réactions, etc. Ils veulent juste sauver leurs fesses. Et en fait, à gauche, chez ces antifascistes-là, dans le film, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire qu'eux sont dans une réflexion constante, morale, ce qui est évidemment hyper importante, et c'est ce qui fait la qualité du camp oppositionnel, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche constante de critique, après avec des erreurs évidemment constamment, des erreurs structurelles, des erreurs d'idées, des erreurs théoriques, enfin voilà, ça arrive, mais il y a cette moralité-là, voilà, qui est que l'extrême droite n'a pas, très clairement. Mais du coup, cette moralité, et c'est un peu l'idée de la scène, c'est que elle peut parfois ralentir, surtout dans un contexte d'urgence en fait. Voilà. Mais la scène réfléchit aussi surtout à la question de la violence, la légitimité de l'usage de la violence, et je pense que c'est une question qu'il ne faut pas mettre de côté. Je pense qu'il faut vraiment se la poser, et je pense que justement l'excès de moralité empêche de penser à notre usage de la violence à toutes et à tous. Bonsoir, du coup c'est plus une question sur le film. Du coup, je l'ai trouvé très protéiforme, avec beaucoup de dispositifs différents, ce qui m'a amené à me poser plusieurs questions, comme quelles étaient les possibles influences, inspirations pour le projet, mais aussi sur le traitement esthétique de certains points du film. C'est-à-dire que j'ai vu le film en étant vierge de toute information dessus. J'ai été étonné de voir à quel point ça parlait de médias, de communication. Et aussi un autre point qui concerne toujours l'esthétique aussi. Voilà, je me demandais en gros quelles avaient été les étapes dans la pratique et dans la théorie pour atteindre cette forme dans le film. Vis-à-vis de traitement esthétique de certains sujets, comme le traitement esthétique des médias ou le traitement esthétique de la violence, par exemple. Désolé, c'était un peu... Non, pas de souci. Question très intéressante, très vaste, donc je vais vraiment essayer de faire court. Je vais répondre au mieux, mais en essayant de faire court. Pour le dispositif protéiforme, c'est dû à plusieurs raisons. Déjà, l'écriture s'est faite en fait par séquences que j'écrivais en fait une par une, mais sans les ordonner. C'est pour ça que le film est aussi chaotique. Et en fait, après, ça a été ordonné. Donc, pour sortir le scénario à l'équipe, on a utilisé une espèce de robot qui, en gros, mettait les séquences en aléatoire. Donc, il y a eu un scénario que l'équipe a eu, qu'il
pouvaient lire, etc. Et d'ailleurs, ils trouvaient la structure très cohérente, alors que vraiment ça avait été généré aléatoirement, donc c'était assez amusant. Donc vraiment, le scénario n'a strictement aucun rapport avec le film. Ajoutons à cela l'improvisation des comédiens et comédiennes. Le film est à 90% improvisé, sauf le monologue de fin qui est assez écrit. Globalement, oui, les comédiens et comédiennes avaient une liberté presque totale. Donc, évidemment, le film fait assez chaotique de l'extérieur. Le côté protéiforme aussi, il est là d'un point de vue technique. Bon, ça, ce sera au public de nous dire. Mais le but, c'était que ce soit pas trop chiant, parce que c'est un film qui est très bavard et qui est sans grands moyens. En fait, il a été réalisé avec pas beaucoup d'argent. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire un film qui paraisse peut-être un peu entre guillemets, il a été fait de manière professionnelle, mais entre guillemets qui pourrait sortir dans un UGC aujourd'hui. On a essayé en tout cas d'atteindre ce rendu-là qui est vraiment superficiel, mais qui est assez important quand même pour une expérience cinématographique, tout en n'ayant pas beaucoup d'argent. Donc on fait ça en utilisant le hors-champ. Et en l'occurrence, le hors-champ est totalement en cohérence avec le propos du film. Par exemple, moi, l'attentat dans la mosquée, on a pris beaucoup de temps à savoir comment le filmer, ou est-ce qu'on le filmait tout court. Je sais plus comment on a pris la décision, je crois que j'ai pris la décision, mais je pense que c'était important de le filmer, mais je voulais pas le montrer, parce que, en fait, déjà à l'époque en France, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques contre des mosquées. Il y avait eu Claude Cinquet dans le sud il y a quelques années qui avait tenté d'incendier une mosquée, qui avait agressé 2 personnes qui passaient par là. Mais il n'y a jamais eu, jusqu'à récemment du coup, pas en France mais en Europe, etc., il y a eu des attentats à l'arme à feu dans des mosquées directement contre les musulmans. Donc, et en fait, à partir de là, on se pose une question éthique en tant que réalisateur, c'est-à-dire de dire, est-ce que je rends désirable de voir une scène? Est-ce que je la montre esthétiquement? Parce qu'en fait, l'extrême droite fantasme là-dessus. Hein. Ils disent l'inverse dans les médias, et Marine Le Pen vient pleurnicher quand il y a un attentat dans une mosquée. Dans le fond, ils sont ravis parce que ça leur offre un souffle électoral de fou, et surtout, ça sert leur idéologie politique. Donc le but c'était de rendre ça pas du tout désirable. Donc on reste dans le sac au niveau de l'arme, et voilà. Voilà. Et au niveau des dispositifs esthétiques, voilà, donc le but c'était que chaque séquence soit changeante, et qu'on arrive dans une séquence qui a un dispositif, donc soit filmique, soit esthétique, soit au niveau du montage. Et après, la séquence d'après, ça n'a plus aucun rapport. Et en fait, ça permet un renouvellement constant qui fait que, je l'espère en tout cas, en tant que public, on a un sentiment de fraîcheur et de nouveauté à chaque séquence, parce que si le film était uniforme tout du long, je pense que l'expérience aurait été peut-être moins agréable. Donc c'est pour ça qu'on s'est amusé, on a utilisé plein de dispositifs différents. On a tourné à l'iPhone, avec une caméra 360, avec un caméscope, avec l'utilisation d'images VHS, etc. Voilà, et puis il y avait la représentation aussi des différents médias. Donc il y a YouTube et TikTok. Et le TikTok, je trouvais ça vraiment assez important de le montrer, surtout à un moment où Bardella utilisait TikTok vraiment comme en communiqué de presse, quoi, mais invisibilisé, c'est-à-dire Bardella qui va à la piscine, Bardella qui monte son torse avec des montages un peu cute de Bardella sur fond rose, etc. Et ça, c'est extrêmement fort politiquement, c'est presque lui, j'ai l'impression, je dis j'ai l'impression parce que je veux pas sortir d'erreur, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a vraiment fait exploser cette mode-là chez les politiques aujourd'hui, et LFI est en train de reprendre ça stratégiquement, c'est-à-dire cette espèce de sexualisation des élus. Voilà, alors moi c'est pas à moi de juger, mais en tout cas ce que je voyais c'était que Bardella faisait ça, et ça dépolitisait totalement le reste, parce qu'il ne faisait presque pas de contenu politique, il se contentait de se montrer beau gosse, voilà. Donc voilà, et je trouvais ça intéressant d'effectivement montrer un TikTok, et encore une fois un TikTok qui est dépolitisant, parce que c'est inintéressant, c'est du brut, quoi, c'est-à-dire un texte un peu accrocheur qui tente de raconter une histoire, et voilà, on passe à autre chose, quoi. Et qui en même temps diffuse la parole de l'extrême droite, ça leur offre une publicité totalement gratuite, alors que la vidéo du néo-nazi, presque personne ne l'aurait vue à part les utilisateurs de Twitter, et bam, d'un coup, ça passe sur TikTok. Donc là, potentiellement, il y a 2 millions de personnes qui découvrent cette vidéo qui aurait pu rester dans l'ombre. Voilà. Merci Bichette. Pardon, je commence à m'emporter.
Juste, j'aimerais juste rebondir sur un point, sur la diversité effectivement des dispositifs qui ont été utilisés. Une raison qui est peut-être un peu plus pragmatique que ce dont parle Piaget, qui sont évidemment des questions morales, éthiques et artistiques qui sont très importantes. Mais en fait, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique et financier, c'est un film qui est indépendant et qui est autofinancé, notamment par l'utilisation d'un crowdfunding. Et en fait, dans l'idée, en tout cas dans la façon dont ça a été produit et réalisé, on espère que idéalement ça ouvrira après la porte à des vraies productions et des boîtes de prod et des financements qui viennent de l'extérieur. Et donc on sait aussi que artistiquement c'était un film sur lequel on est très libre et sur lequel en fait on peut se faire plaisir sans avoir besoin de justifier chaque choix artistique. Même s'ils le sont, attention, tout est bien réfléchi évidemment, mais par contre, voilà, on n'avait pas besoin de se poser la question pendant 1000 ans ou justifier auprès d'un financeur que voilà, la caméra 360 est importante, parce que en fait, elle nous permet d'expérimenter aussi. En fait, c'est beaucoup d'expérimentation, à la fois sur le format et sur le fond. Merci beaucoup, Vicente, bravo. Alors justement, pour un peu la suite de ces deux dernières conversations, moi je trouve que le film est très équilibré et cohérent. Je veux dire qu'entre les moyens et le résultat, il y a quelque chose qui fonctionne. Et tu parlais de cette scène de tuerie. Alors je ne sais pas si c'était ça, mais ça rappelle l'utilisation de la bande-son chez Bresson dans L'Argent, quand il y a une scène de hold-up qui n'est filmée qu'à partir d'une image fixe d'une portière de voiture. Donc c'est génial. Tout le travail son, je crois, tout le travail de son rajoute beaucoup. Donc, oui, j'ai pas de questions à te poser, sinon Par contre, j'ai une question à poser à Samuel, c'est que j'ai presque l'impression que oui, les identitaires ne s'adressent pas à un électorat, mais peut-être s'adresseraient plutôt à des gens qui auraient, entre guillemets, des difficultés d'autres identitaires au sens psychopathologique. Par contre, il y a un extrême droite qui s'adresse à des électeurs. D'accord ? Parmi qui... Je voudrais savoir, pour toi, qu'est-ce qui est plus inquiétant? Est-ce que pour toi, c'est plus inquiétant ces identitaires ou, par exemple, coordination rurale? Là, c'est la base. Alors, deux choses. D'abord, vous faites le lien entre, je dirais, une extrême droite un peu identitaire et puis une extrême droite qui serait plutôt positionnée dans le champ politique. Moi, l'hypothèse que je fais dans Politiser la haine, c'est justement qu'il y a une division du travail entre les deux. Vous avez en fait une extrême droite aujourd'hui métapolitique, donc tous ces groupes et toute cette économie un peu émotionnelle qui est bien montrée dans le film, qui va vraiment travailler des marges pour diffuser en fait des idées, toute une sémantique, je dirais, dans les médias. Et l'enjeu, il est super important parce que l'idée, c'est que il y ait des cadrages autour de l'insécurité, de l'islam, qui saturent en fait l'espace public en permanence. Quand vous avez réussi à faire ça, eh ben, ça veut dire que le RN se trouve dans un fauteuil en fait, se trouve dans sa zone de confort. C'est ça la politique. C'est en fait être capable de définir quels sont les problèmes publics, les problèmes qui sont au cœur de la société. Est-ce que c'est des problèmes de justice sociale, d'inégalité sociale, d'inégalité éducative, enfin on peut trouver plein de choses, ou alors est-ce que c'est des problèmes d'insécurité, d'islam, d'immigration, etc. Donc c'est être capable de définir les problèmes publics, et l'extrême droite a réussi à trouver ce moyen en fait qui fait que les identitaires vont justement travailler sur cette métapolitique et que le RN peut en recueillir les bénéfices électoraux sans même avoir à se salir les mains en fait. Justement, c'est les identitaires qui sont catégorisés comme l'extrême droite radicale, etc. Et par opposition, Marine Le Pen ou Bardella passent pour effectivement Bardella, quelqu'un qui maîtrise la cuisine italienne, et Marine Le Pen qui aime bien les chats, quoi. Donc ça fait partie de cette dynamique de normalisation. Et l'autre élément que vous mettez en avant autour de la coordination rurale, donc qui est
un syndicat agricole qui a émergé lors du dernier mouvement en fait, des agriculteurs l'année dernière, en concurrence avec la FNSEA, et qui effectivement va beaucoup reprendre en tout cas une partie de cette sociabilité d'extrême droite, de cette base d'extrême droite. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si vous voulez, au début des années 2000, il y avait des oppositions assez fortes entre les groupes d'extrême droite. Un peu comme à gauche, entre les anards, les trotskistes, les communistes, etc. C'est pas la même chose, il y a beaucoup de divisions. À l'extrême droite, c'est exactement la même chose, et ça l'est un peu, je dirais, de moins en moins. Il y a une sorte d'accord sur cette idée de grand emplacement, et surtout, il y a une interconnaissance qui est beaucoup plus forte que par le passé, c'est-à-dire qu'ils fréquentent les mêmes lieux, il y a beaucoup de passages d'un groupe à l'autre, ils fréquentent les mêmes universités, les mêmes stades, ce qui fait que, je dirais que, et là il faudrait travailler dessus, mais entre la coordination rurale, entre d'autres associations, entre les identitaires, entre le RN, en réalité, tout ce petit monde se connaît et est capable, je dirais, de s'unir et de s'harmoniser assez facilement. Bravo Bichette pour le film, c'est top. Et je voulais moi profiter de Samuel et reprendre un peu ce que Quentin demandait sur justement, mais là tu as un peu répondu sur comment ça se fait en fait que l'extrême droite gagne un peu justement la pensée des gens, et comment ça se fait que, en tant que sociologue, comment tu pourrais expliquer justement que la gauche on n'y arrive pas? Comment on n'arrive pas à vraiment avoir une force d'opposition face à l'extrême droite et leur organisation? Je dirais qu'il y a quelque chose qui est que, moi l'hypothèse que je fais, c'est aussi qu'aujourd'hui, l'espace médiatique dans son ensemble, il est favorable à l'extrême droite, parce qu'il va promouvoir justement les faits divers, parce qu'il va promouvoir ce type de communication. Ce qui fait que, à l'opposé, à gauche, on a un peu les médias indépendants, en fait, sur lesquels on peut s'appuyer, mais qui n'ont pas le même poids dans l'espace médiatique que les médias de grande audience, et qui vont participer à populariser les idées d'extrême droite. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, il faudrait aller plus loin sur cette comparaison entre le monde militant de gauche et antifasciste et le monde militant d'extrême droite, et c'est quelque chose que tu lèves sur la fin du film, quoi, que j'ai trouvé super intéressant. Tu en as parlé. Effectivement, moi ce que j'ai vu chez les identitaires, c'est que la question de la morale, elle est secondaire par rapport à la question de l'efficacité. C'est-à-dire que, déjà, moi ce que j'ai trouvé dingue, c'est que, en fait, moi je suis rentré en fait, chez les identitaires sans avoir lu les théoriciens d'extrême droite. Et au bout de quelques jours, j'étais complètement capable de parler comme eux, de faire des blagues comme eux, etc. Là où à gauche, je pense que ce serait potentiellement plus compliqué, peut-être pas, mais je pense que quand même, au bout d'un moment, quelqu'un qui aurait rien lu, qui aurait pas d'idée politique derrière, ça sonnerait un peu creux, quoi. À un moment donné, c'est un militantisme qui passe quand même par les idées, par la théorie politique, par cette capacité quand même à s'emparer d'idéologie, me semble-t-il. Et il y a cette question effectivement de la violence qui n'a pas, me semble-t-il, le même statut. C'est-à-dire qu'à l'extrême droite, en fait, il faut être sain de corps et d'esprit. Il n'y a pas de dissociation entre les idées et le corps et le physique, en tout cas. Ce qui veut dire que se cultiver, c'est aussi préparer son corps, en fait, à la violence. Et la violence, elle est inhérente à l'idéologie en elle-même. Là où il me semble que chez les antifascistes, c'est plutôt la violence, elle est d'abord défensive. C'est ce qui marque l'histoire de l'antifascisme. Je dirais que c'est aussi toute la difficulté, c'est lutter contre l'extrême droite, mais en prenant en compte ce qui fait monter cette extrême droite, les racines, en tout cas, effectivement, comme c'est montré dans le film, de l'oppression. On reconnaît que Damien Cordonnier faisait partie du groupe. Par contre, il a agi tout seul, d'accord? C'était un loup solitaire. On dit qu'il était jeune, violent, névrosé, l'inverse de nous.